Quelques suées estivales, y compris sur les marchés financiers, avec des turbulences qui nous sont venues des États-Unis et du Japon. Cette émission de rentrée va nous permettre de décrypter ce qui s'est passé cet été, mais aussi, surtout, nous pencher pour ce qui nous attend pour cette rentrée. Nono Texera, bonjour. Bonjour Caroline. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. Alors oui, des petites tuées cet été parce que les indicateurs sur l'emploi aux États-Unis ont été jugés inquiétants par les marchés financiers. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Les investisseurs ont joué à se faire peur en réalité sur quelques indicateurs, en particulier une augmentation du chômage de 0,2%. En réalité, on s'est rendu compte un peu plus tard que c'était lié plutôt à une augmentation de la population active. Il y a eu, c'est vrai, moins de création d'emplois, mais on était quand même en solde positif. Et puis, un indicateur ne fait pas une tendance. C'est vrai que ça a créé de la volatilité, d'autant plus qu'au Japon, tout d'un coup, la Banque du Japon relevait ses taux. Et ça, c'était une surprise. C'était pour le coup une surprise. Alors là, ça a entraîné un débouclement de tout un tas d'opérations un peu spéculatives, où finalement des investisseurs empruntés en yens à très bas coût, puisque les taux d'intérêt là-bas sont quasiment à zéro, une devise en plus qui se déprécie, et tout d'un coup, les taux remontant, le différentiel de taux avec les États-Unis se resserrant, le yen a très fortement monté sur une seule séance, et donc un certain nombre d'investisseurs un peu aux mains fragiles ont dû déboucler des positions. Donc de la volatilité, et ça s'est rattrapé ensuite dans le courant du mois d'août. C'est ça, parce qu'on a vu quand même le Nasdaq notamment décrocher. Est-ce que c'était aussi pour cette raison que les marchés américains ont décroché de façon si brutale? Alors ça s'est remis depuis. Oui, ils avaient un peu anticipé déjà depuis la mi-juillet. C'est vrai qu'on avait atteint quand même des niveaux de valorisation sur le Nasdaq assez élevés. Les attentes liées à l'intelligence artificielle, liées à Nvidia, etc. étaient très élevées. Donc c'était normal aussi qu'il y ait des prises de bénéfices, qu'il y ait une forme de rééquilibrage des marchés vers d'autres pans de la cote aux États-Unis ou ailleurs. C'est vrai que donc on a eu ces prises de bénéfices. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une inflexion de la politique des banques centrales. Alors justement, les banques centrales, on en est où? Donc le Japon, on a vu, a calmé le jeu. La Banque centrale américaine, elle, est-ce qu'elle a maintenu les positions, enfin les directives, si je puis dire, qu'elle avait énoncées au début de l'été? Les deux banques centrales sont un peu aux antipodes, puisque la Banque du Japon resserre un petit peu la vis pour éviter une dépréciation trop forte du yen. Et puis la Fed, constatant tout simplement que, eh bien, il y a quand même une tendance, un ralentissement au moins du marché de l'emploi et des salaires, de l'inflation également. La tendance est favorable, notamment sur l'inflation dite cœur, celle qui ne dépend pas des prix les plus volatiles. Donc celle que ciblent vraiment les banques centrales. Voilà. Et donc il est logique qu'elle ait donné un signal, ça a été fait à Jackson Hole il y a quelques jours, très clair, d'une première baisse des taux des Fed Funds au mois de septembre. Après, reste à savoir combien de baisses des taux d'ici à la fin de l'année. Est-ce que le mouvement va s'accélérer ou au contraire, est-ce que la Fed va en garder un petit peu sous le pied? Sous le pied. Pour la Banque centrale européenne, elle a déjà donné le ton, c'est-à-dire qu'elle a déjà procédé à une baisse. On en attend encore une en septembre? Oui, encore une en septembre et encore une autre d'ici à la fin de l'année. Donc les deux banques centrales devraient, selon nous, procéder à deux baisses de taux. Alors la difficulté, c'est que le marché anticipe plus que ça, anticipe plutôt un point de baisse des taux pour les Fed Funds aux États-Unis. Ça nous semble un petit peu optimiste parce que pour nous, le scénario, le panorama économique, c'est pas beaucoup dégradé aux États-Unis. C'est vrai qu'il devrait ralentir au cours du deuxième semestre, mais relativement progressivement. Donc on est toujours sur ce scénario de soft landing, comme on dit en anglais. D'atterrissage en douceur, avec effectivement un marché de l'emploi qui ralentit progressivement. Et donc, la Fed est dans son rôle de déplacer un peu le curseur de la vigilance sur l'inflation vers une vigilance plus grande sur le marché de l'emploi, d'autant plus qu'il y a toujours des effets retard. Donc les taux d'intérêt quand même très élevés, à un moment donné, peuvent continuer à avoir un effet délétère. Un ralentissement de l'activité, une inflation maîtrisée avec toujours ce scénario d'atterrissage en douceur. Et nous allons voir dans ce contexte quelles allocations nous pouvons prendre. Alors au printemps, Nono, vous aviez déjà légèrement
surpondérer la classe d'actifs obligataires. Là, on voit que ça bouge au niveau des banques centrales, donc avec des taux directeurs qui vont être modifiés. Est-ce que c'est ce qui motive votre surpondération? Est-ce que vous allez la continuer sur la classe d'actifs? Alors, le marché obligataire a déjà bougé, notamment en juillet. Et ça s'est maintenu à peu près en août, c'est-à-dire qu'on était sur des performances sur les indices obligataires qui étaient négatives jusqu'au printemps. Et face à ce ralentissement, ou en tout cas cette perspective de ralentissement des économies développées, eh bien, les taux d'intérêt ont commencé à anticiper donc, ce mouvement de baisse des taux directeurs. Donc on a bien fait d'être surpondéré en obligations. En tout cas d'avoir une sursensibilité, c'est-à-dire plus de sensibilité que nos indices de référence. Et nous avons décidé d'aller un peu plus loin en considérant que la deuxième moitié de l'année devrait permettre encore une normalisation supplémentaire des taux longs. Il ne faut pas oublier que, par exemple, si on prend le cas de la France, on est sur des taux pratiquement à 3% sur le 10 ans français. La moyenne de la période 2009-2019, j'ai regardé, c'était autour de la moitié. Donc on a encore des marges de baisse si on retrouve... Et donc du potentiel. Voilà, et donc du potentiel de plus-value sur les marchés obligataires. Même chose aux États-Unis. On peut dire que les marchés de dette souveraine aujourd'hui sont à des prix décotés ou value, et donc offrent des opportunités. Du côté des actions, eh bien, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors, on a réduit un petit peu le risque, on a pris un peu nos bénéfices, tout simplement parce qu'il y a déjà beaucoup de bonnes nouvelles, que ce soit au niveau de la croissance. On vient d'avoir un chiffre de croissance aux États-Unis au deuxième trimestre sur un rythme de 3% annualisé. Tout ça, c'est déjà un peu dans les cours. Donc, il y a peut-être un peu de marge pour un peu de déception quand même. Les résultats aussi ont été plutôt de très bonne tenue, y compris pour Nvidia, même si certains ont un peu boudé les résultats d'Nvidia, mais ils avaient des attentes vraiment très, très élevées. Et on voit que, somme toute, le marché action se tient bien. Pour autant, il a déjà, je dirais, pris en compte, encore une fois, ces perspectives de baisse des taux. Et donc, il nous semble quand même plus prudent de revenir à une certaine neutralité sur les positions en action. Vous avez parlé d'NVIDIA, justement, si on retourne sur les 7 magnifiques, on voit aussi une espèce, pas une espèce, mais une normalisation, en tout cas, de leur valorisation aujourd'hui en bourse. Oui, il y a eu un peu de, disons, de discrimination des investisseurs sur les 7 magnifiques, avec Nvidia quand même depuis le début de l'année, avec des performances stellaires au-dessus des 150%, sauf erreur. Meta aussi, qui a très bien mis à profit les développements de l'intelligence artificielle et qui tourne autour de 50% de performance. Mais pour les autres valeurs, on est autour de l'indice américain, voire même un peu en dessous. Donc, une espèce de normalisation, et voilà. Et notamment, est-ce qu'on peut faire le comparatif avec les actifs value, que l'on nomme value? Aujourd'hui, il y a moins de différentiel entre ces valeurs de croissance portées et qui étaient portées par les 7 magnifiques et les actifs value. Oui, alors, c'est bien ça. Les 7 magnifiques depuis le début de l'année, c'est quand même 30% de hausse quand le marché est à peu près à la moitié. Voilà, donc le reste du marché, donc hors 7 magnifiques, on est à 4-5 points en retard par rapport à la moyenne. Bon, c'est vrai que les valeurs de croissance, par définition, offrent beaucoup plus de perspectives de croissance des résultats. Dans un environnement un peu troublé, beaucoup d'investisseurs préfèrent cette visibilité. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de rêves dans les valorisations. Et donc, il nous semble effectivement qu'il faut, je dirais, bien équilibrer ses portefeuilles, ne pas être dans le 100% croissance ou 100% value, parce qu'on peut avoir des poches d'opportunités également sur des secteurs qui, tout en étant plus traditionnels, vont aussi bénéficier, plus défensifs, vont bénéficier de cette baisse des taux. Parce que des secteurs qui, par exemple, portent une dette, des sociétés qui portent une dette relativement importante, si les taux baissent, eh bien, ils vont également en profiter. Donc une grande diversification de nos, c'est ce que j'entends pour cette rentrée. Tout à fait, Caroline. Merci beaucoup, en tous les cas, pour ce décryptage. Donc une grande diversification, augmenter aussi la sensibilité obligataire avec des échéances et des événements qui nous attendent, à savoir les élections américaines à la fin de l'année. En tout cas, beaucoup de sujets que nous aborderons lors de nos prochaines émissions.